Adjoint de la fonction publique territoriale, j'ai appris à mes dépens, comme nombre parmi nous, que la fonction publique territoriale était malade. Un mal insidieux, mais bien réel, qui fait des dégâts quotidiens, quoiqu'ignorés. Après avoir été témoin 3 ans durant d'arrêt de plusieurs collègues pour dépression ou pour maladies aggravées par le stress du harcèlement, je suis à mon tour en arrêt depuis plus d'1 an, suite à un épisode dépressif découlant de manipulation et de malveillance. Aujourd'hui, ma sérénité passant en priorité, je ne retournerai pas sur mon lieu de travail, où se trouve d'ailleurs toujours une personne dont j'ai eu à subir les agissements manipulateurs et affabulateurs. Ma supérieure hiérarchique directe, dont il s'agit, convoque aujourd'hui encore des adjoints dans son bureau parce qu'ils m'ont adressé la parole, par téléphone ou dans la rue, afin de leur interdire de le faire, donnant ainsi, semble-t-il, raison à la suspicion de psychose paranoïaque qu'avait émis à son sujet, d'un point de vue purement extérieur, ma psychologue. Une problématique relationnelle certes sérieuse, mais qui serait de l'ordre du particulier et non du général, et ne nécessiterait pas en elle-même que je m'en ouvre ici, ailleurs que dans un cabinet de psychologue. Cependant, outre le fait que j'ai entendu plusieurs témoignages similaires, qui mènent à s'interroger sur une possible augmentation de ces comportements déviants dans la fonction publique territoriale, et au-delà dans le monde du travail, je n'ai pu que constater la banalisation grandissante de ceux-ci, comme étant la norme. La déviance de ces comportements se révèle sous plusieurs aspects dangereusement utiles, parce que servant un mode de fonctionnement particulier, celui que veulent donner à la fonction publique territoriale des élus qui ne sont pas les cas isolés qu'on pourrait croire. Ainsi s'établit plus ou moins ouvertement, et de jour en jour, plutôt plus que moins, au sein d'une administration publique, ce que, naïve, j'avais cru ces 30 dernières années être davantage le côté obscur du secteur privé, ses dérives intrinsèques, discrimination, pression, chantage, que l'on peut regrouper sous le terme de harcèlement moral. Dans le cas de la fonction publique territoriale, ces déviances trouvent appui sur un système structuré, le système administratif, et se voient ainsi, à plus ou moins court terme, rendus conformes, normalisés, après avoir été banalisés, faisant ainsi le lit d'un devenir systémique de ce qui est pourtant dysfonctionnement. Si le cadre du fonctionnariat ne permet pas de vous virer aisément, on peut en revanche aisément vous déplacer, pour raison de polyvalence et de mobilité, termes mis à la mode comme extrêmement positifs. Des concepts propres, mais pas si clairs. On nage en effet dans une hypocrisie dissimulant dans les faits une autoroute pour le chantage au changement de poste, puisque les fonctionnaires territoriaux que nous sommes ne sont en effet pas titulaires de leur poste, mais seulement de leur grade. On peut aussi vous sanctionner d'un blâme, souvent sans passer par l'avertissement, ce que les textes sur lesquels on s'appuie tant recommandent pourtant. On peut vous sanctionner d'une révocation, ou simplement, et souvent fort efficacement, on peut vous ignorer au sein même de votre service, ce qui est une forme de maltraitance et de la discrimination active. En sens inverse, ce sera la carotte de la titularisation ou d'un changement de poste avantageux cette fois. Selon les adjoints concernés, leur loyauté vis-à-vis du système et les attentes de la hiérarchie. Devant un dysfonctionnement s'appuyant si efficacement sur la force de la structure et sur les textes mêmes de la fonction publique territoriale, au sein de cette dernière, les yeux se ferment et les regards se détournent. Les mains se posent sur les oreilles, les bouches préfèrent se taire. Au-dessus des adjoints et cadres de la fonction publique territoriale, les élus territoriaux et les gens dont ils s'entourent aux postes clés, DGS, DRH et directeurs de services, semblent se sentir à la fois PDG d'entreprise et monarques absolus, interprétant à loisir les droits et devoirs du fonctionnaire. Comment qualifier autrement ceux dont le sentiment de toute puissance les fait s'acharner sur des employés en arrêt pour dépression, en leur refusant même un retour aménagé à leur poste, en les placardisant, en se rend alors compte qu'une municipalité possède de multiples placards, lesquels se créent aussi
au besoin. Un directeur des ressources humaines à qui j'opposais qu'il était indélicat de refuser un retour en mi-temps thérapeutique à un cadre en fin de carrière revenant d'une dépression très sévère et de l'envoyer sur un poste nécessitant une formation longue. J'ai reçu comme réponse que c'était au contraire une grande opportunité pour lui de découvrir autre chose, et qu'il était un peu fort de café de la part du cadre concerné de rester sans voix devant ce choix, qui n'en était pas un, et de le refuser au lieu de se confondre en remerciements. N'en déplaise à ce DRH, ce cadre, à qui la chose a de plus été annoncée sans ménagement. Lors d'un rendez-vous, il pensait parler de l'aménagement de son ancien poste, et pourtant aussitôt retombé en dépression, avec une perte totale de repères et de confiance en lui. Ayant perdu tout revenu, il est aujourd'hui en retraite anticipée, seule solution qui lui restait. Cela en dit long quant à la compréhension des risques psychosociaux. Cela en dit long quant à la possible volonté ou non-volonté de prendre en compte le caractère humain, de la part pourtant d'un directeur des RH de qui l'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit au moins formé sur le sujet, à défaut d'y être sensible par nature. Ce qui en soi est assez grave. En l'occurrence, cette attitude ne peut, il me semble, qu'exprimer une volonté délibérée d'écarter le cadre en question. Lorsque l'on sait que ce cadre a la culture, diplômé et ayant connu sans souci plusieurs types de fonctionnement au cours de sa carrière, éminemment respecté dans son domaine, s'est vu tancer vertement lors de ce même entretien pour le fait qu'il ait cru pouvoir dialoguer avec ses agents et les consulter aussi pour la plupart des choix d'acquisition ou d'événements du service, alors qu'il aurait dû se contenter de donner ses directives. Cela est éclairant. Pourtant, cette méthode honteuse de management dans le dialogue ne serait-elle pas ce que la plupart d'entre nous appelleraient un travail d'équipe, tout simplement? Comment qualifier cette directrice générale des services, les élus, les directeurs qui poussent à partir en le harcelant du personnel diplômé et surtout qualifié, pour le remplacer par du ni qualifié ni compétent, commettant erreur sur erreur, mais lui continuellement soutenu. Cette même DGS qui, lors d'un entretien, reproche à un agent le fait que lui et ses collègues prennent encore des nouvelles de leur chef de service et collègues de 15 ans, que les agissements de la municipalité ont conduit à s'arrêter pour dépression. N'est-il pas ici à la fois atteinte à la vie privée, ingérence dans celle-ci et pour tout dire abus de pouvoir? Le cas est d'ailleurs le même que celui de ma chef de service nouvellement recrutée, interdisant que l'on me parle. Comment qualifier des ressources humaines qui omettent d'informer de leurs droits les agents en arrêt, les faisant ainsi aboutir à des situations absolument tragiques, et je pèse mes mots, d'absence de rémunération? Comment qualifier une municipalité qui ne reconduit pas un agent, contractuel depuis 5 ans, qui donne pourtant depuis tout ce temps entière satisfaction, sans raison valable, et cela sitôt après son retour de congé de maternité? Lorsque l'on sait que 6 mois auparavant, cet agent s'était vu réprimandé parce qu'elle avait simplement émis un doute quant à la réelle légitimité à faire perdurer un événement dont elle était en charge, un événement qui, après une dizaine d'années, s'était essoufflé, mais présentait l'énorme intérêt de faire parler de la municipalité. Là encore, on s'interroge. Comment qualifier une mère qui demande à ce que soient surveillées des équipes et rédigées lettres ou rapports à charge de collègues à l'encontre de leurs collègues? Rapports truffés d'éléments mensongers sortis de leur contexte, désinformés ou totalement inventés, créant ainsi un climat délétère et vicié au sein des services communaux. Précisons que toutes les situations mentionnées sont autres que la mienne.
et concomitante à celle-ci, afin que vous puissiez constater qu'il s'agit bien ici d'un modus operandi généralisé. On peut m'opposer que c'est ça, hein, le monde du travail, quelle que soit la société, cruel, sans pitié, et royaume du chacun pour soi. Vous, moi, sommes il est vrai formatés depuis longtemps, à croire qu'il faut avoir de l'ambition afin de parvenir à un emploi le mieux rémunéré possible, summum de réussite sociale. Je l'ai encore entendu de la bouche d'un prof d'économie de ma fille aînée lors d'une réunion parents-professeurs. Cette opinion se défend à titre d'objectif individuel, chacun voyant cela selon son vécu, son éducation, son système de valeurs, mais aussi ses croyances, ses peurs et ses attachements. Le bas blesse cependant dans ce que cela peut impliquer d'un point de vue comportemental envers nos semblables. Entre jouer des coudes pour sortir de la mêlée et écraser l'autre, la frontière devient plus ténue au fil de l'ascension sociale. Nous en sommes tous conscients. Je persiste cependant à dire que le monde du travail peut être autre chose. Toute organisation fonctionne en partie de la manière dont fonctionnent les individus qui la composent. Et lorsque les gens travaillent, cela ne va pas forcément toujours de soi, à ne pas perdre de vue la plus élémentaire conscience de l'autre, celle qui retient le pied en l'air au moment où on allait l'écraser sur le collègue pour passer, les choses se déroulent tout autrement. Ce qui ne veut pas dire parfaitement, bien entendu. Dans fonction publique territoriale, on entend le mot public. Elle existerait par et pour chaque citoyen. Elle n'est pas une entreprise privée, du moins pas officiellement, mais une administration, et n'a a priori ni le même rôle ni le même devoir d'exemplarité que la première au sein de la société. Toutes deux reflètent au final les valeurs de celle-ci. Si donc l'on peut dire qu'il n'y a là rien de nouveau sous le soleil parce que les malveillances ont toujours existé, j'en suis évidemment convaincue, je crois vraiment que nous tous avons de bonnes raisons de ne plus nous laver les mains de l'étendue et de la forme que prennent maintenant les choses. Que nous tous, fonctionnaires ou non, avons de bonnes raisons de tirer la sonnette d'alarme et de refuser de jouer davantage ce jeu de dupes. Il y a tromperie. Celle-ci s'avère généralisée et être même le fondement du fonctionnement administratif, territorial ou pas. Le but ne semble pas être l'administration du pays, mais une déshumanisation lente et systématique. Il y a en France de la solidarité et de la bienveillance, des initiatives souvent personnelles et petites, parfois beaucoup plus grandes. Celles-ci les font vivre, ces valeurs. N'est-ce pas alors au sein même de l'administration de ce pays que les idéaux devraient être également élevés, voire les plus élevés, que devrait tout autant régner ce même dévouement pour l'humain et un vrai respect des hommes qui la composent en un premier temps, quel que soit leur poste ou grade, et sans lesquels elle ne serait pas. Moralité, respect, et puis intégrité. Jusqu'à présent, ces mots avaient un sens, connu de tous, y compris de ceux qui s'en lavaient les mains, et il y en a toujours eu. À présent, signe des temps, le sens des mots est détourné, et retourné comme peau de lapin ou veste de politicien. Qui veut dénoncer l'illégalité est taxé d'irrespect envers la hiérarchie. Qui refuse de renier ses collègues, y compris ceux que l'on a fait partir en maladie ou en démission, est désapprouvé ouvertement et se voit taxé de déloyauté envers la hiérarchie. Qui calomnie les autres sur demande de la hiérarchie est loyal, intègre et bon exécutant. On voit, tant dans les propos cités plus haut que dans ce détournement du sens des mots, une constante apparaître, la déformation de la réalité, voire la négation de celle-ci par le langage. Et cette réalité niée pour l'employé est celle de sujet que l'on veut voir comme objet. Au jeu de la perversion des mots et de leur sens,
Une hiérarchie finit toujours par gagner. Répétez à quelqu'un sur lequel vous avez un quelconque ascendant qu'une chose rouge et grise, et qu'il en est ainsi sans aucun doute possible, déstabilisé, il finira par le dire de lui-même pour retrouver un semblant de cohérence mentale. La perversion de la cité commence par la fraude des mots, disait Platon. C'est à cela que tient dans la durée le dysfonctionnement, dans le fait d'endormir en l'individu la réalité qu'il a une opinion et le droit de penser. Ici, il ne l'a pas, car n'étant pas dans la sphère privée mais professionnelle, qui plus est fonctionnaire, et tenu à la loyauté et au droit de réserve, il n'a que le devoir de se conformer aux volontés de ceux qui sont au-dessus de lui structurellement parlant. Il n'est plus un individu. Et on lui dit assez qu'il n'est là que pour exécuter, quelle que soit la demande. Des exécutants infantilisés par un système de notation digne d'établissements scolaires. Excellent, moyen ou encore insuffisant, entre autres. Dans des fiches remplies par une personne qui souvent ne voit absolument rien de ce que fait concrètement l'adjoint au quotidien. Quel système idéal pour faire que quelqu'un se sente quantité négligeable et exercer toute emprise sur lui. La moralité d'écrire une lettre ou un rapport sur un collègue sous la pression d'une éventuelle sanction ou de la récompense d'être bien noté ne se ressent alors plus comme telle. La notion d'amoralité, le probable sentiment de mal-être ressenti également à agir ainsi, sont étouffés par une hiérarchie qui d'emblée les nie. Faire le gros dos et engrammer en soi l'idée que ce que l'on nous demande n'est pas si immoral, voire est un mal nécessaire, devient une façon de survivre au sein de cette machine. Toute chose et tout être a fortiori en ce monde cherche perpétuellement à trouver ou conserver un équilibre, si précaire soit-il. Mais cet échappatoire est risqué, dangereux et pernicieux. Pour soi-même, car on se perd alors, et je dirais même, on se vend, à qui ou à quoi je vous laisse en juger, et pour les autres, car on finit par se convaincre que nos actes n'ont pas de conséquences sur leur vie, ni sur la nôtre, ni sur les leurs, dans une totale négation de la réalité. C'est bien d'obéissance aveugle dont il est question ici, et l'on ne compte plus les drames à laquelle celle-ci a abouti, si l'on a un peu de mémoire. Eux-mêmes, ces élus et ceux dont ils s'entourent, n'arrivent plus à voir au-delà de ce système, ayant perdu de vue l'humain derrière l'exécutant. Nier à l'autre son caractère humain, et donc la souffrance qu'il peut ressentir, est le seul moyen de pouvoir user de chantage et autres maltraitances en continuant à dormir la nuit. Cela s'appelle de la dissociation, et à rester dans un tel système, tout le monde la vit, ou apprécie par nature la perversion du fonctionnement. Les victimes de ces agissements peuvent-elles rester sur le carreau longtemps? Auprès de gens de l'extérieur comme de l'intérieur, se plaignent-elles qu'on leur demande parfois encore de quoi? Elles n'ont peut-être pas un salaire mirobolant, mais la sécurité de l'emploi, des RTT et des primes. Il faut prendre sur soi. Certes, il y a des abus, mais où n'y en a-t-il pas? Et puis que faire de toute façon, leur dira-t-on dans le meilleur des cas. Dans le pire, qu'elles se font des idées, ou devraient avoir honte de se plaindre. Certains, eux, n'ont pas d'emploi. Ce sont là de potentielles réalités. Il est bon de les garder à l'esprit tant que l'on n'a pas la force de passer outre. Mais en l'occurrence, s'entendre dire cela équivaut néanmoins à se retrouver devant une porte cruellement close. Ceux d'entre nous qui, dans le cadre du travail ou de la vie privée, ont eu à subir des comportements malveillants, savent ce que l'incompréhension extérieure et l'absence récurrente de reconnaissance des faits, souvent difficiles à prouver, peuvent produire, et la souffrance terrible qui en découle.
Il reste que l'on peut parler à la médecine du travail, dont c'est le rôle de vous entendre et de vous aider. Si vous déclarez à un médecin du travail un mal-être, celui-ci proposera à votre RH, si vous êtes d'accord, de vous donner un rendez-vous pour en parler. Vous aurez également la possibilité d'être suivi. Cependant, lorsqu'il y a dysfonctionnement, si un adjoint ou un cadre signale un mal-être découlant du stress qu'on lui fait subir, que de plus il s'est ouvert de celui-ci à ses collègues et néanmoins amis, alors il semblerait qu'il dépasse les limites. Il se peut qu'il soit convoqué en lieu et place de l'entretien initié par la médecine du travail, et on lui dira qu'il doit se ressaisir, et vite, qu'il n'avait pas à en parler aux autres, causant ce faisant la confusion dans leur esprit, et mettant une mauvaise ambiance. On comprend aisément avec une telle allégation que si jamais ses collègues allaient à leur tour voir le médecin, nul doute qu'on l'en tiendrait, lui, pour également responsable. Voilà, potentiellement, la seule compréhension à laquelle il aura droit. La hiérarchie s'asseyant au passage sur les recommandations du médecin du travail. Si l'employé se défend lors de cette convocation des accusations infondées et déplacées que l'on prononce contre lui, comme ce fut mon cas, c'est pour être accusé alors de mauvais esprit et d'être une personne malsaine cachant de mauvaises intentions, s'il ose évoquer la malveillance à l'origine de son mal-être. Car un adjoint qui se défend ne peut être en mal-être. Que l'on nous pardonne de ne pas obligatoirement nous effondrer en public. Quand l'humain est ainsi peu à peu nié, qu'il n'est plus qu'un rouage, que l'objet remplace le sujet, le mal peut s'épanouir et progresser. J'entends par mal tout ce qui va à l'encontre du droit au bien-être et à la liberté d'autrui, et de soi conséquemment. Tout ce qui nuit à l'humain au profit du mécanique. Les sentences méprisantes sapent réellement les motivations restantes d'adjoints ou de cadres dont on attend pourtant qu'ils soient motivés à 100%, mais pour lesquels la pilule quotidienne est de plus en plus éprouvante à avaler. Des exécutants à qui l'on ne demande donc pas de réfléchir, ou bien plutôt à qui l'on demande de ne surtout pas réfléchir. Là encore, je vous renvoie aux heures sombres de l'administration comme de l'histoire, et sachez que je ne vous croirai pas si vous me dites n'y voir aucun point commun. Des exécutants, disais-je, qui se doivent pourtant, il va sans dire s'ils veulent être bien notés, d'avoir continuellement des initiatives. Les adjoints de la fonction publique territoriale, les cadres également, exécutent des directives. Ils doivent savoir gérer les missions qui leur sont propres, tout en étant, le cas échéant, polyvalents. Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont donc censés être force de proposition. Rappelez-vous cependant l'exemple cité plus haut de cette chef de service culturel dont le travail en équipe n'avait pas l'heure de plaire. Vous n'avez pas à les consulter. Ce ne sont que des exécutants, s'entendit-elle déclarer. Cherchez l'erreur. Une injonction paradoxale qui ne manque pas de maintenir une confusion certaine dans les esprits. Confusion bien réelle, à l'inverse de celle que l'on vous accuse, vous, de semer en vous épanchant. En demandant une chose et en attendant son contraire, les personnes qui reçoivent cette injonction paradoxale sont alors empêchées dans leurs actes, empêchées d'avancer dans leur travail, et le stress s'installe. Exécutant, pourtant, le mot pourrait être beau. Un chorégraphe sait la valeur de chaque danseur qui exécute son ballet. Le choix de cet exemple est un clin d'œil volontaire, car dans ma commune, il a été clairement exprimé par le maire que la culture n'était pas dans ses priorités de mandat. Déculturation, là aussi, il semble y avoir un mot d'ordre. Toujours est-il qu'ici, dans la fonction publique, le mot exécutant est en revanche lâché dans son acception la plus en adéquation avec le but recherché, à savoir permettre de ne plus voir en l'employé l'être pensant et ressentant, et permettre avant tout que celui-ci ne se voit plus, lui non plus, ainsi. Ceux qui tombent en dépression, je voudrais ici en parler un peu. Dénigrer,
On les accuse de laisser leur travail à faire aux autres. Je cite une directrice générale des services. Et l'on entend de la part d'un élu lors d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail: la souffrance au travail, oui, oui. Mais c'est hâtif, cela doit se vérifier d'abord. Il y a souvent d'autres causes à la souffrance des gens qui viennent travailler, une fragilité antérieure. C'est dire, là encore, le peu de cas qu'en 2019, certains font de la réalité des risques psychosociaux au travail. Ceux qui sont en arrêt sont méprisés, comme dans n'importe quelle grande entreprise dans laquelle le chiffre aurait remplacé l'humain. D'autant plus méprisés qu'ils sont simples agents, d'autant plus dénigrés qu'ils sont cadres, ces derniers devant, plus que les autres encore, tout endurer, tout supporter, y compris l'insupportable. Le mal-être est méprisable aux yeux de ces élus dirigeants d'entreprise, qui pourtant, visiblement, ne semblent vraiment pas y connaître grand-chose. Et pourtant, l'expression « tomber en dépression » n'est pas entièrement juste. Certes, on tombe dans le sens où une situation anormale déstabilise. On tombe donc, mais pas par défaillance personnelle. On tient parfois d'ailleurs longtemps avant que cela n'arrive. La dépression est l'expression d'une réaction des plus saines. La réaction de rejet et de survie d'un esprit sain à une chose trop toxique pour qui que ce soit. Quand on n'est plus considéré autrement que comme un outil, non pensant par définition, mais que l'on a suffisamment de stabilité mentale pour refuser inconsciemment de devenir cet outil, oui, la dépression arrive. Parce que l'on reste accroché à nos valeurs, dans un système déshumanisé qui les nie. Les choses ne sont, décidément, pas toujours ce qu'elles paraissent être. Krishnamurti vise juste lorsqu'il déclare qu'il n'est pas signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Les fonctionnaires territoriaux ont un droit de réserve, qui n'est pas le devoir de réserve, lequel concerne les hauts fonctionnaires. Le droit de réserve, aux yeux de ces élus, je l'ai trahi en commençant à critiquer et dénoncer ouvertement les agissements que j'ai évoqués plus haut, écœuré par ceux-ci. Le couperet n'a pas tardé à tomber, sans sommation ni recherche de dialogue préalable. Témoin de tout ce qui a été décrit plus haut, j'avais pourtant toute légitimité à parler. Ce n'était pas trahir le droit de réserve, attendu que tout ce que j'ai pu dénoncer, nous le subissions depuis 3 ans, dans une situation psychologiquement très dure. Le droit de réserve dans les textes ne concerne pas la caution de l'humainement inacceptable, ou alors la soi-disant prise en compte des risques psychosociaux ne serait qu'une farce du grand guignol. Serait-ce le cas? Posez-vous la question. Que l'on ne voit surtout pas du courage, en tout cas dans ma prise de position, mais vraiment l'atteinte d'un point de non-retour. Je n'ai rien osé, et je n'avais pas non plus la conscience des conséquences, et justement aussi des conséquences que le fait de ne rien dire pouvait avoir sur qui j'étais. Le droit de réserve, j'y reviens, concerne d'une part davantage la forme que le fond. Il n'interdit pas l'expression, mais enjoint à la mesure dans celle-ci. D'autre part, s'il enjoint à la discrétion sur le fonctionnement, les activités et les missions de notre administration, ce sur quoi déjà nous sommes en droit de nous poser des questions, les choses de la cité ne devraient-elles pas être transparentes pour tous les citoyens? En quoi ce droit de réserve enjoint-il au silence lorsque ceux qui y travaillent ou la servent en tant qu'élus pervertissent ce fonctionnement? En quoi enjoint-il au silence sur le harcèlement, la malveillance ou l'illégalité de certains actes? Ceci ferait-il partie des missions du service public? Il est franchement ambigu qu'une hiérarchie institutionnelle considère qu'il n'y a pas à se plaindre de certains agissements, qu'il n'y a d'ailleurs pas à s'en ouvrir du tout, quelque abusif qu'il soit, dès lors que ceux-ci sont le fait d'un chef de service, d'un élu ou d'un directeur. Qu'ils ne viennent pas se plaindre de madame une telle,
Parce qu'ils seront bien reçus, déclarait une directrice générale des services, bafouant ainsi le statut qui fait avant tout d'elle un lien entre les différents membres du personnel d'une commune, comme entre les élus et ce personnel. De manière anecdotique, après avoir aidé à mon départ précipité, ma chef de service fut immédiatement stagiairisée. Elle est depuis début 2019 titulaire. De quoi rester pensif. Le droit de réserve est donc, dans les faits, le devoir de ne pas dénoncer l'illégalité, l'injustice. Là encore, cela appelle des choses. Est-ce ainsi qu'il doit être? Je pense définitivement que non. Les textes semblent pour le moment me donner raison. Nul doute qu'ils seront bien vite reformulés. Permettez-moi, de ne pas voir du cynisme dans cette allégation, mais plutôt de la clairvoyance. Jeté cependant systématiquement à la figure de qui cherche à dénoncer l'inqualifiable, ce fameux droit de réserve est un bouclier magnifique pour cacher le fait que vous ne serez pas entendu dans vos doléances dès lors qu'elles mettent en cause la hiérarchie. Il est utilisé comme joker absolu dans cette fabrique de consentement. Ceux d'entre nous, fonctionnaires ou non, qui ont la chance de ne pas encore travailler dans ces conditions, ou ceux qui ont encore conscience de leurs droits et des injustices, me rétorqueront que les textes parlent aussi des droits des employés. Ces derniers peuvent donc se défendre. Et les syndicats sont là. Oui, ils sont là, mais pas toujours suffisants, ni suffisamment consultés. Pas suffisamment consultés pour la raison du « à quoi bon ?» ça ne servira à rien. Car concrètement, de ceux qui ont encore à l'esprit qu'ils peuvent avoir un avis sur les ordres donnés, combien trouveront l'énergie de faire valoir leurs droits? Combien ne se diront pas, las et fatigués, que ce serait un coup d'épée dans l'eau face à une hiérarchie toute puissante et face à d'énormes difficultés administratives, juridiques et humaines à prouver un fonctionnement pervers? Des syndicats pas suffisamment consultés pour la raison aussi du « cela va se savoir et je serai sanctionné », ce qui est pourtant un raisonnement par l'absurde. On ne peut défendre, et défendre bien a fortiori, que ce qui est dénoncé. Et puis, parfois aussi, les syndicats sont noyautés par la hiérarchie, quand ce n'est pas carrément mis en place par elle. Navré par avance de mettre à mal certaines illusions. Je pense notamment à l'une des listes syndicales, laquelle était exclusivement composée de tous les adjoints qui avaient témoigné à charge contre leurs collègues. Ça ne s'invente pas. Un poste plus important, une bonne notation, cela flatte toujours son homme, surtout s'il n'a pas la conviction syndicale chevillée au corps, ni trop de conscience. Nous avons, paraît-il, une administration que d'autres nous envient, sûrement à juste titre. Mais je ne vois aucune exemplarité dans son fonctionnement. Je ne vois en revanche que trop la tristesse, la lassitude et la crainte au quotidien chez beaucoup d'entre ceux qui y sont en poste, qui pourtant l'aiment et la respectent. Plus que moi, je ne vous le cache pas. Eux, ceux de nos élus qui participent de son mauvais état, on peut se demander, outre que la fonction publique sert leur vue personnelle en matière de carrière, s'ils ont un quelconque intérêt pour elle, ainsi que pour leurs concitoyens et administrés. Question purement rhétorique, ça va sans dire, la réponse en étant évidente. Car pourquoi déplacer sciemment des gens compétents et efficaces à des postes où ils mettent du temps à trouver leur marque? Qui plus est, pour les remplacer au poste qu'ils occupaient par des personnes non qualifiées, dont la seule utilité, pour penser en leurs termes, est d'être malléables. Pourquoi, si l'on se préoccupe vraiment de l'efficacité des services? Pourquoi mettre en place un climat délétère, divisé pour mieux régner, quand on sait, et de nos jours on peut difficilement prétendre l'ignorer,
que le bien-être de l'individu et la bienveillance nourrit la cohésion du groupe et l'efficacité dans le travail. Diviser pour mieux régner, tout est là. Ici, c'est bien moins le bon fonctionnement d'une commune qui occupe l'esprit de ces personnes que la façon d'arriver à ce qui est pour eux un sommet, en se servant de cette étape comme de tremplin. Et tant pis s'ils prennent leur élan des 2 pieds et de tout leur poids sur cette masse informe de fonctionnaires, gratte-papier et autres exécutants, au champ d'action et de réaction si aisément réductible. L'être humain est alors bafoué, et quoi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pourtant, cette masse informe est composée de personnes humaines, d'individus, du technicien de surface au cadre, qui pensent et ressentent. Aujourd'hui, il y a 6 arrêts pour dépression dans ma commune des bords de l'Oise. Il y a eu tentative de suicide dans une commune pas si éloignée. Un maire mis en examen dans notre département du 95. Il était temps, mais il n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, dans une société qui se gargarise, y compris, et peut-être les premiers, les élus dont je parle, de mots solaires tels que solidarité, bienveillance, respect de l'autre, il y a quelque chose qui rampe à l'abri des regards et contredit ces vraies et belles notions. Il y a, oui, quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Arrêtons d'amoindrir cette réalité. L'attitude de ces élus et de leurs suiveurs ne peut être qualifiée ni de salubre, ni de normale, ni de morale. Alors, sûrement pas de civil. Leur comportement dévie au regard des droits de l'homme comme au regard de la loi. Ils semblent de toute évidence laisser la plus mauvaise part d'eux-mêmes prendre le pas sur les valeurs altruistes et humanistes qu'on serait en droit d'attendre de la part d'élus, et cela pour commettre des actions volontairement nuisibles. Et de toute évidence, cela ne leur pose aucun problème moral, car ils ne se remettent pas en question. Jamais, dans aucun des cas dont j'ai été témoin. En tout cela, ils sont déviants. Mais du fait de la fonction qu'ils occupent et de la caution que cela leur donne aux yeux de beaucoup, leur déviance est normalisée. Le pouvoir, si petit soit-il, normalise peu à peu aux yeux du monde, pendant un temps du moins, celui qui le détient et les actions de celui-ci. Et alors qu'une déviance sort visiblement d'une norme admise, leur position sociale produit l'effet que cette déviance apparaît faire partie de la norme, être la norme. En cela, ils sont dangereux. Les comportements autocentrés et narcissiques, la recherche du pouvoir, sous toutes ses formes, tous mis en avant comme valeurs fortes dans notre société, ont brouillé et sapé les repères moraux structurants. La société actuelle connaît un basculement inverse des valeurs d'une partie grandissante de la population. Nous sommes dans une société du paraître, où la mise extérieure d'une personne et sa politesse de surface servent de maître étalon pour juger de sa fiabilité morale et civile. Or l'on peut abhorrer les gros mots et arborer avec un goût certain le tailleur ou le costume-cravate, tout en faisant montre de l'incivilité et de l'ignominie la plus totale envers ses semblables. On peut avoir l'air bien sous tout rapport et n'avoir aucune conscience de l'autre, ne lui reconnaître d'autre valeur que de pouvoir nous rapporter quelque chose. Devons-nous continuer à valoriser l'artificiellement fort, la forme la plus dénuée de fond, sous prétexte qu'elle fait superficiellement la blague ? Quelle société n'a pas besoin que ses membres restent conscients les uns des autres ? Certainement pas la nôtre, de laquelle il apparaît qu'elle soit allée trop loin dans certaines tendances inappropriées aux besoins humains réels. Sécurité affective, besoin de sens, sociabilisation, entre autres. Fabriquant littéralement et valorisant des déviances nuisibles qui engendrent tout l'inverse, insécurité psychologique, instabilité, rupture du lien social, inconscience de l'autre et de soi.
pour ne citer qu'elle. Une société qui perd de vue le caractère sacré de l'humain peut-elle échapper à la nécrose et au final à l'autodestruction? Et dans un premier lieu, est-elle civilisée, si moderne soit-elle? L'histoire ne le démontre pas. Malveillance, manipulation, c'est aussi nous tous qui les avons laissés s'installer. Parce que l'on ne veut pas savoir, parce que l'on a perdu de vue les notions élémentaires du vivre ensemble, et ou parce que l'on maintient sur nous une peur souvent plus forte que l'idée que l'union serait notre force et notre salut. Et pourtant, parce que l'on nous présente cela comme le devoir d'obéir du fonctionnaire en l'occurrence, et qu'il est en effet difficile, pour nombre d'entre nous, de ne pas obtempérer à ce qui nous est présenté comme faisant partie de nos devoirs. Il n'y a là rien de normal pourtant. Comme il n'y a rien de normal, même si cela s'avère être le quotidien dans certains endroits, à piétiner autrui, et comme il n'y a rien de normal à se faire piétiner et à se laisser piétiner. Mais nous sommes persuadés de la réalité des menaces que l'on fait peser sur nous, à demi-mot ou non, et pour éviter l'exécution de celles-ci, de devoir accepter n'importe quelle condition de travail et n'importe quelle demande. Et en effet, la réalité de ces menaces est tangible. On le voit à ce qui est arrivé à tel ou tel collègue. Tout est là pour que la chose se pérennise en l'état. Devant cette réalité, il ne semble pas que nous ayons de choix. C'est d'une certaine manière le cas. Oui, les sanctions tombent comme des fruits mûrs. Est-ce pour autant dans la balance important face à la réalité de ce collègue contraint de devoir vendre en urgence sa maison parce que se retrouvant sans traitement du jour au lendemain? Enfin, si nous ouvrons les yeux sur le fait que ces menaces et sanctions sont en l'occurrence un dysfonctionnement, une totale anormalité, les choses reprennent sens et nous trouvons le courage de voir que l'on a en réalité toujours le choix. Retrouvons du sens aux choses quand ces personnes s'évertuent à les maintenir floues, alors seulement nous pouvons voir les conséquences réelles de tous ces actes. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de vous, et en réalité, il n'y a même pas de eux. Nous sommes tous sur le même bateau, et tous liés malgré cette politique du diviser. Quand bien même cela apparaît être un cliché, cela n'en demeure pas moins une réalité absolue qui passe au-dessus de toute réalité hiérarchique. On nous fait oublier notre nombre et on nous fait oublier que nos devoirs, qui valent éventuellement certes pour servir une fonction, vont avant tout au respect de nos semblables et de nous-mêmes. Alors, où en sommes-nous pour oublier ces vraies priorités et valeurs et le fait que celles-ci ne concernent pas que la vie privée mais tous les aspects d'une vie qui ne donne que l'illusion d'être compartimentée? Tous les aspects, y compris celui du travail, quand bien même il s'agit du fonctionnariat. Se souvenir de cela peut enrayer la machine à broyer que ne devrait jamais au grand jamais être cette fonction publique, territoriale ou non. Elle n'est pas dans son rôle, a priori, dans sa fonction lorsqu'elle demande des rapports de collègues contre leurs collègues. Elle n'est pas dans sa fonction, a priori, lorsqu'elle incite au mensonge et à la diffamation. Ou bien, je le redis, elle est dans un rôle que l'on tient volontairement occulté, un rôle qui serait un rôle de destruction de l'intérieur de la France. Aussi, à cette forme de loyauté ne sommes-nous pas tenus. La loyauté à la fonction ne doit pas être caution de l'inacceptable. La loyauté n'est pas le contrat d'obligation par laquelle elle est actuellement définie. Connaissez-vous l'autre sens oublié de la loyauté, que l'on ne met jamais en avant? C'est la franchise dans l'action, l'absence de basses manœuvres dissimulées.
le sens de l'honneur. Alors soyons loyaux en ce sens. Ce qui ne dépend que de nous, c'est de décider de rester fidèle à nos valeurs, de rester fidèle à notre conscience. C'est même notre plus importante décision individuelle. Voilà les amis, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce long texte. Et je l'aurais sûrement pas écrit tout à fait de la même façon maintenant, même si le contenu aurait sûrement été le même à peu de choses près. C'est vrai que parler des droits de l'homme maintenant, quand j'essaie davantage de quoi il retourne et la manipulation, la fraude qu'il y a derrière, ça me fait un peu sourire. Jaune. Mais voilà. Nos droits fondamentaux sont en nous, de toute manière. Et il faut vraiment qu'on l'oublie plus à aucun instant. Je me disais aussi que ce serait peut-être sympa pour plusieurs d'entre nous de relire Hannah Arendt, pour tous ceux qui sont encore dans une certaine illusion par rapport à ces entreprises, à ces administrations. Et ça leur ferait peut-être voir les choses sous un autre angle. Voilà. Et je vous laisse cette fois pour de bon. Belle soirée à vous.